Egoli, la ville de l'or, la ville entourée de gisements d'or. C'est ainsi qu'une langue locale désigne la plus importante ville d'Afrique du Sud, celle que les afrikaners ont plus platement baptisée Johannesburg. Pour beaucoup d'observateurs des sombres années 70 et 80, Johannesburg, c'était d'abord l'immense cité dortoir de Soweto, toute proche, mais tenue à distance. Là où, en 1976, manifestant avec d'autres contre l'introduction de l'Afrikaans dans les écoles, un enfant de 12 ans, Hector Peterson, a trouvé la mort sous les coups de la police de l'apartheid. Lorsque le jeune Peterson meurt sous les balles de la police, il y a près de 15 ans que Nelson Mandela est emprisonné et 12 ans qu'il est enfermé dans le bagne de Robben Island, au large de la ville du Cap. Il écrit dans ses mémoires « Dans ma cellule, quand je m'allongeais, je sentais le mur avec mes pieds et ma tête toucher le ciment de l'autre côté. J'avais 46 ans, j'étais condamné à la prison à vie et je vivrais dans ce petit espace pendant je ne savais combien de temps. » La libération de Nelson Mandela quelques années plus tard, en 1990, sera l'un de ces événements majeurs qui vont accélérer et justifier le processus de démocratisation que connaît alors une grande partie du continent. 1990, l'année de toutes les promesses. À l'aube de l'année 1990, l'ensemble des pays africains vit encore sous le régime des partis uniques. L'un de ces pays fait exception, le Sénégal, où Léopold Sédar Senghor a depuis une quinzaine d'années adopté le multipartisme et préparé sa succession de façon démocratique. Monsieur le Premier Président, après y avoir mûrement réfléchi, j'ai décidé de me démettre de mes fonctions de président de la République. Beaucoup de ses homologues chefs d'État n'ont pas apprécié. Parce que chacun se disait, s'il fait ça, nous aussi, on va nous pousser à faire la même chose. Je n'en dis pas plus, mais je peux vous dire que beaucoup de ses collègues, de la même génération à peu près, n'ont pas beaucoup apprécié ce qu'il a fait. Que les collègues de sa génération n'aient pas beaucoup apprécié la démission de Senghor, c'est presque une litote. 10 ans après le geste inouï du Sénégalais, ses homologues s'accrochent toujours à leur pouvoir et souvent avec ostentation. Ainsi, Félix Houphouët-Boigny, qui dans sa ville natale de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, a obtenu du pape Jean-Paul II la consécration de la basilique Notre-Dame de la Paix. Une réalisation toute personnelle et mégalomaniaque du vieux chef de l'État, et d'ailleurs fort mal reçue dans un pays en pleine crise économique. Et que dire de Mobutu Sese Seko, qui n'hésite pas à faire chanter son nom et sa gloire par une population dont la vie quotidienne est rendue très pénible, tandis que la sienne ne souffre guère de la situation économique du Zaïre, qui est plus que chancelante. Juvenal Habyarimana, pour sa part, dirige le Rwanda depuis 27 ans et ne semble donner aucun signe de lassitude dans cet exercice. Quant à Omar Bongo, cela ne fait jamais que 23 ans qu'il est à la tête du Gabon, sans doute trop peu pour envisager un changement des institutions. Moi, je vous dis et je vous le confirme, le multipartisme au Gabon, zéro. Tant que je serai là, il n'y en aura pas. Depuis 1966, les coups d'État militaires se sont succédés au Ghana. Le dernier d'entre eux a porté au pouvoir le capitaine d'aviation Jerry Rawlings. Admirateur de Nkrumah, Rawlings a entrepris avec succès de nettoyer la maison de la corruption et du népotisme, mais hésite encore à rétablir le multipartisme. Some of the students we talked to said, he's a soft dictator. A dictator, but a soft dictator. But will people have a right to vote you out? And the party out? I'm saying that we can vote people in and out. Personalities, okay? But my dear, what we need to do in this country is to establish a situation where even if it was the devil
who should come and sit on top of us in Ghana. By virtue of certain procedures, certain practices, the devil cannot get away with doing whatever he wants. He would necessarily have to do what the people expect of him. Poussée démocratique, instauration du multipartisme, élections libres, rien de tout cela en Afrique du Sud et dans les pays qui l'entourent. L'apartheid continue d'être le système qu'il faut vaincre, l'obstacle à tout changement décisif. Peter Willem Botha était alors président. Et tout le monde s'attendait à ce qu'il reconnaisse la nécessité des négociations avec l'ANC. Mais il ne l'a pas fait. Il a fait machine arrière. Comme on l'a dit à l'époque, il a refusé de franchir le Rubicon. À partir de là, les sanctions se sont intensifiées. La résistance s'est intensifiée. Il paraissait évident que ça allait exploser, mais personne ne savait quand. Les guerres que l'Afrique du Sud menait dans les territoires voisins aggravaient la situation. Nous nous sommes retrouvés dans une impasse. Le gouvernement ne pouvait pas augmenter la répression parce que le coût de la guerre contre l'Angola et la Namibie se ressentait trop sur l'économie sud-africaine. Alors, à la fin des années 80, il était évident que quelque chose devait changer. Mais on ne savait pas quand ça arriverait. Et le changement se produit. En août 1989, Frédéric de Klerk succède à Peter Willem Botha, chef de l'État démissionnaire. J'ai pris la tête du Parti national et en septembre 1989, lors des élections, nous avons fait campagne avec le message suivant. Il faut effectuer de profonds changements, il faut négocier et ouvrir ces négociations à tout le monde. Il faut créer une nouvelle Afrique du Sud. C'est nous qui avons dit les premiers, notre but doit être une toute nouvelle Afrique du Sud. Le South African Council of Churches, qui regroupe les églises protestantes, s'est engagé dans la lutte contre l'apartheid. Desmond Tutu en est l'un de ses plus spectaculaires dirigeants et acteurs. We say we are the rainbow people. I want you to lift your hands. I want you to say our march to freedom is unstoppable. Our march to freedom for all of us. It was as if the whole global climate, le climat politique international avait, pour ainsi dire, atteint son niveau de maturité. Le temps du changement était arrivé, non seulement ici, mais dans le monde entier. Il y avait un lien direct entre l'implosion du communisme au niveau mondial, comme menace expansionniste à la fois politique, philosophique et idéologique, et ce que nous avons réussi à faire ici. À partir du moment où cette menace n'existait plus, cela nous libérait. Cela nous permettait d'aller beaucoup plus loin que Nelson Mandela, l'ANC et même nos ennemis ne s'y attendaient.
the prohibition of the African National Congress, the Pan-Africanist Congress, the South African Communist Party, and a number of subsidiary organizations is being rescinded. Order. I wish to put it plainly that the government has taken a firm decision to release Mr. Mandela unconditionally. Je sens en moi un carillonnement de toutes les cloches en train de sonner. Nelson Mandela, Nelson Mandela, Nelson Mandela. Enfin Mandela est sorti de prison, enfin Mandela est libre. C'était vraiment un cri de joie extraordinaire pour toute l'humanité. Welcome. Welcome our leader, welcome. Welcome our leader, welcome. L'un des premiers gestes de Mandela libéré sera de rendre une visite de remerciement aux pays qui l'ont aidé à combattre l'apartheid, parmi lesquels la Zambie de Kenneth Kaunda. Quand Kaunda était au pouvoir, aucun Zambien ne nous a jamais dit « On ne veut pas de vous ici, quittez notre pays ». Il était pour nous le modèle d'un dirigeant qui a su rassembler son peuple en faveur de la liberté en Afrique du Sud. Nous lui devons énormément, ainsi qu'à tous les Zambiens, et nous ne sommes pas prêts de l'oublier. Nous avions décidé d'apporter notre soutien aux combattants de la liberté en Angola, au Mozambique, au Zimbabwe, en Namibie et en Afrique du Sud. Cette décision nous a causé beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Mais il n'était pas possible de faire autrement. C'était une question de principe. À peine l'indépendance acquise en 1975, l'Angola s'est enfoncée dans la guerre civile. 15 ans plus tard, l'UNITA, l'Union pour l'indépendance totale de l'Angola, appuyée par les Occidentaux et l'Afrique du Sud, plus que jamais inquiète d'une poussée communiste en Afrique australe, affronte encore le MPLA, Mouvement populaire de libération de l'Angola, soutenu par l'Union soviétique et Cuba. En 1990, toujours, par une sorte de troc diplomatique de haute volée, le retrait des troupes cubaines d'Angola aboutit en échange à l'indépendance du sud-ouest africain qui devient la Namibie. Et la situation se débloque également au Mozambique. Le président Chissano signe à Rome avec la Renamo, mouvement soutenu par l'Afrique du Sud, des accords qui mettent un terme à une guerre civile de plus de 15 ans.
La conférence qui s'est tenue à Rome nous a permis d'obtenir encore plus d'aide que nous ne l'espérions pour l'effort de reconstruction nationale. C'est pour cela qu'au bout de 5 ans, la majeure partie des structures rasées par la Renamo étaient déjà reconstruites. Les écoles, les hôpitaux, les ponts. Nous avons même pu nous lancer dans de nouvelles constructions. La vie a repris son cours. Lorsque tous ces pays voisins ont adopté un système démocratique, j'étais aux anges. Et en 1991, je me suis dit qu'il était temps de revenir au multipartisme. La modernité architecturale d'Abidjan, son explosion démographique et son mode de vie manifestent aux yeux de tous l'éclatante réalité du miracle ivoirien. Mais en 1990, année charnière décidément pour tant de pays d'Afrique, l'effondrement des prix du cacao et du café dégrade le climat social. On est vraiment malheureux. Très, très malheureux. Les villageois sont très, très malheureux. C'est le gouvernement qui achète tout, mais on ne paye pas. On vous donne papier blanc comme reçu, en disant qu'il a pesé ou bien 2 tonnes, ou bien 3 tonnes, on te donne papier blanc, tu vas avec ça, l'argent est rien. On ne peut même pas laver avec du savon, parce qu'on ne peut même pas avoir l'argent pour payer le savon. Donc je pense que vraiment ça ne peut pas m'arranger avec le coût de la vie, vous comprenez que c'est pas facile. Le prix des denrées augmente et le salaire qui diminue. Ce n'est pas fait pour arranger les choses. Peut-être que ça peut déclencher un mécontentement, c'est possible. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Parce que quand on vous enlève le pain de la bouche, c'est systématique. Hein? C'est systématique. Et ce qui peut arriver, arrive. Le mécontentement populaire est à son comble et Félix Houphouët-Boigny doit lâcher du lest. En avril, il fait modifier la Constitution et accepte le principe du multipartisme. Mais son propre parti, le PDCI, reste dominant. Le principal opposant à Houphouët-Boigny, Laurent Gbagbo, pense que son heure est venue. Celui qui a le pouvoir est toujours tenté d'en abuser. Il est toujours tenté de le garder pour lui et pour lui seul. Les seules garanties qu'on peut avoir, c'est dans les institutions de l'État. C'est pourquoi nous avons proposé qu'un chef d'État ne puisse pas faire plus de 10 ans à la tête de l'État. Un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. C'est ce que nous proposons. Les Ivoiriens découvrent alors les enjeux et les méthodes d'une campagne électorale qui se traduira finalement par la victoire d'Houphouët sur Laurent Gbagbo. Mais l'exemple ivoirien ne peut se comparer en rien avec celui de bien plus grande portée que propose un autre pays francophone, le Bénin. Là, le marxisme-béninisme de Mathieu Kérékou est en grande difficulté. Si on va des attroupements, on va ouvrir le feu. Il faut leur dire. Des finances publiques à plat et une presse multipliant les révélations sur des scandales où la corruption tient un rôle majeur ont provoqué un fort mécontentement populaire et son cortège de violence. Le principe d'une conférence nationale est adopté. Le fait que la conférence nationale ait pris le pouvoir souverain a été une surprise. Il ne s'y attendait pas du tout. Et ça a été le chef-d'œuvre de cette conférence. Parce que rien n'aurait changé si on n'avait pas fait ça. Le jour où la conférence a déclaré qu'elle était souveraine et que cette décision serait applicable à tout sans aucune exception, ce jour-là, c'est ce jour-là que vraiment l'acte décisif a été accompli. D'ailleurs, les militaires ne se sont pas trompés. Ils sont allés voir Kérékou pour lui dire c'est inacceptable. On ne peut pas accepter. Et Kérékou, à qui on peut reprocher beaucoup de choses, a au moins à son crédit le fait que, malgré ses collègues, il ait accepté les conclusions de la conférence.
Nous prenons à témoin le peuple béninois tout entier en affirmant solennellement notre engagement à faire mettre en œuvre toutes les décisions issues des travaux de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Un an plus tard, Kérékou battu s'inclinera devant le verdict des urnes. Événement considérable et de grande exemplarité. Cette pratique de la conférence nationale est adoptée par de nombreux chefs d'État de façon plus ou moins spontanée. Qu'en est-il d'Omar Bongo, qui doit faire face lui aussi à de violentes émeutes populaires? On entend parfois, maintenant, à Libreville, demander votre démission. Ah bon? Mais vous me l'apprenez? Nous, journalistes, nous l'avons constaté. Ah bon? Mais moi, je n'ai rien constaté. Pourquoi c'est vous qui l'avez appris et moi non? Je ne suis pas venu par un coup d'État. Je ne peux partir que le jour où il y aura une élection si les Gabonais ne me font plus confiance. Eh bien, je m'en irai. Mais ce que vous dites, moi, je ne suis pas au courant. À ce propos, je suis prêt de vous dire et tout, mais on me demande ma démission. Vous avez vu qui? Pas de gens en particulier, mais des gens dans la rue, monsieur les le rumeurs Président. De la rue, vous savez, si j'ai déjà dit devant une caméra, monsieur le Président. J'ai dit dans ces pays que je ne ferai ni un gouvernement, ni une administration de la rumeur publique. Alors. Est-ce que vous laisserez un jour, monsieur le Président, s'exprimer une véritable opposition? Pardon? Est-ce qu'une véritable opposition pourra un jour s'exprimer au Gabon? Bongo finit par autoriser la tenue d'une conférence nationale en mars 1990. 3 ans après cette conférence, des élections prétendument libres voient la victoire très contestée de Bongo. La pression populaire n'est pas moindre dans le Zaïre de Mobutu Sese Seko. Et une fois de plus, le modèle béninois s'impose. Le maréchal président se trouve contraint, dans un premier temps, d'accepter le principe du multipartisme. Face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce XXe siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Les sommets des chefs d'État de France et d'Afrique sont un rituel aux travaux peu visibles et dont il est difficile d'apprécier la portée. Celui qui se tient à la Baule en France en juin 1990 fait exception. Quand je suis allé au sommet de la Baule, où on parlait de démocratie, le Sénégal était la vedette de ce sommet. Parce que tout ce que le président Mitterrand demandait aux autres chefs d'État de faire, à leur rythme, avait déjà été réalisé par le Sénégal. À la Baule, François Mitterrand ne va pas se contenter de parler de démocratie. Il affirme sans détour que l'aide française sera dorénavant conditionnée par la mise en œuvre de pratiques démocratiques. Il faut parler de démocratie. La démocratie, c'est un principe universel qui vient d'apparaître soudain au peuple de l'Europe centrale et orientale comme une évidence absolue, au point qu'en l'espace de quelques semaines, tout a été bouleversé. Les peuples dans les rues, sur les places,
Et le pouvoir ancien, sentant sa fragilité, cessant toute résistance, comme s'il était déjà et depuis longtemps vidé de substance. Le discours du président français est-il entendu, entre autres par Moussa Traoré, qui règne depuis 22 ans au Mali? À l'évidence, le chef de l'État ne semble pas disposé à modifier un mode de gouvernement qui a consolidé son autoritarisme. Traoré refuse tout autant de prendre en compte la réalité d'une opposition naissante. Attitude qui provoque de nombreuses manifestations, notamment étudiantes, dont la violente répression culmine au mois de mars 1991. Ce que les médias disent est contraire à ce qui se passe dans notre pays et que les réalités sont toutes autres. Qu'il y a 140 morts, 150 morts, qu'il y a 1000 blessés, qu'on a utilisé des lance-flammes, qu'on a utilisé des bombes à fragmentation. Et j'ai dit que tout cela est une insulte à mon endroit. Quand on sait que c'est moi qui ai instauré la démocratie dans ce pays. C'est des militaires proches du régime qui se sont très vite rendus compte que le pays n'était plus géré normalement et correctement par le chef de l'État. Et que probablement des influences fortes s'exerçaient sur lui et que si on n'arrêtait pas, comment dirais-je, la machine infernale allait broyer tout sur son passage. Ce sont ces militaires-là qui sont sortis, qui ont fait qui ont déposé le président Moussa Traoré, et bien sûr, en concertation, après en avoir informé le mouvement démocratique. Je suis très très content. Je suis au bout de ma gaieté aujourd'hui. C'est la joie partout. Qu'est-il advenu de l'ancien président? Qu'allez-vous faire maintenant? L'ancien président vit. Sa femme également. Ses compagnons et ses collaborateurs les plus proches également. Eh bien, le peuple malien décidera de leur sort. Vous allez donc donner le pouvoir aux civils? Nous ne sommes pas venus pour rester. Nous organiserons à temps opportun des élections libres et démocratiques. Les militaires qui veulent rester au pouvoir, il n'a qu'à lever ses galons et revenir dans les partis politiques. Nous partirons. Nous ne resterons pas un jour de plus. Combien de temps vous faut-il pour rétablir l'ordre et pour donner le pouvoir alors aux civils? Je pense que c'est une question piège. En toute honnêteté, je ne peux pas vous donner une échéance, mais je souhaite que ça soit le plus tôt possible. La formule d'administration des affaires publiques que propose Amadou Toumani Touré est une première en Afrique. Elle prend le nom de Comité de transition pour le salut du peuple, ou CTSP. Alors le CTSP, c'était un regroupement pas simplement de militaires, parce que toutes les associations démocratiques étaient représentées au sein du CTSP. Le syndicat était là, l'association des étudiants était là, et les grandes organisations de jeunesse et les grandes organisations démocratiques étaient représentées. Le CTSP avait tout le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, durant la période de transition. Fort de son redressement spectaculaire dans le domaine économique, le Ghana de Jerry Rawlings semble avoir retrouvé le moral, mais des progrès restent à accomplir sur le terrain politique. Le Flying Lieutenant propose à son peuple d'approuver par référendum une nouvelle constitution qui permet la mise en place du multipartisme.
La campagne électorale qui s'ensuit se déroule dans le calme, un peu bousculée par l'entrain de Jerry Rawlings. Rawlings sera démocratiquement confirmé dans ses fonctions de chef de l'État en 1992. Alors que dans cette Afrique nouvelle, la plupart des pays ont adopté le multipartisme, au Zaïre, Mobutu ne peut plus résister à l'effondrement de son économie. Il lui faut désormais tenir compte des conséquences d'une guerre froide qui s'achève et dont il a si largement profité. Lui aussi se résigne à la tenue d'une conférence nationale souveraine qui va s'éterniser. Lorsque nous avons organisé la conférence nationale souveraine, beaucoup ont oublié qu'il était plutôt question de changer les systèmes. Que le système de gouvernement que nous avions s'était avéré, n'est-ce pas, incapable de changer les choses et surtout de développer le pays. Ces pouvoirs étaient devenus pouvoirs personnels. Il fallait revenir vers la démocratie. Donc changer les systèmes. Mais la plupart des conférenciers qui sont venus là-bas, ils ont voulu ériger la conférence nationale souveraine en un tribunal. Monsieur Mobutu n'a jamais élaboré une pensée philosophique et cohérente à mesure de sous-tendre un système politique. Au mensonge s'ajouteront la pratique de la corruption matérielle et morale, le népotisme et le clientélisme politique et les multiples visages du chef de l'État lui-même, président fondateur, guide, timonier, père de la nation, maréchal, etc., etc. Je demande à la Commission de présenter ses excuses pour cette dithyrambe qui est à la limite de la réconciliation. C'est trop fort, hein? Veuillez présenter vos excuses. J'ai à vous parler. Je vous prie de m'écouter, sinon je ne vous écouterai plus. Non seulement Monseigneur Mosengo, qui préside, ne veut plus écouter personne, mais excédé, il interrompt les travaux de la conférence. Cette interruption déclenche de nombreuses manifestations, notamment une marche de la paix qui réclame la reprise de la conférence. J'ai vu des manifestants pacifiques être abattus comme des chiens. Les manifestants n'ont pas provoqué la milice armée de Mobutu. Les manifestants étaient corrects. Et je me rappelle qu'à un moment donné, quand on nous lançait des grenades lacrymogènes, eh bien, les manifestants amenaient des linges imbibés d'eau pour les militaires, qui, eux, ne connaissaient pas la technique pour se protéger les yeux. N'est-ce pas? Et donc, c'est pour dire que c'est vraiment quelque chose que nous regrettons, que dans un pays qui se disait à l'époque démocratique, eh bien, qu'on réprime dans le sang une marche pacifique qui n'avait comme but que de réclamer le droit du peuple, le droit à la parole. En Afrique du Sud, de Klerk et Mandela sont face à face pour des négociations qui vont durer 4 ans et devoir surmonter de nombreux obstacles.
L'un des plus rudes tient aux velléités sécessionnistes de la province du KwaZulu-Natal. Velléités qui font planer une lourde menace sur la tenue des élections nationales prévues en avril 1994. L'Inkatha Freedom Party, que dirige le chef Zulu Mangosuthu Buthelezi, incarne ce mouvement sécessionniste et ses militants affrontent ceux de l'ANC. Dès le début, j'ai considéré que derrière cette histoire de violence, dite des Noirs contre les Noirs, il y avait une manœuvre du régime de l'apartheid en faveur de l'Inkatha. Nous savons maintenant que certains de ses membres avaient été entraînés par les forces de sécurité sud-africaines en Caprivi. Nous savons aussi que le gouvernement de Klerk leur apportait un soutien financier. Mais, à l'époque, cela donnait l'impression que les Noirs se battaient entre eux, ce qui divisait notre pays. Monsieur Buthelezi et le parti Inkatha voulaient participer à des discussions tripartites au même titre que le gouvernement de l'apartheid et l'ANC. Ils voulaient former une troïka pour régler la situation. De notre côté, nous étions convaincus que pour arriver à une solution viable sur le long terme, nous devions inviter tous les peuples d'Afrique du Sud à la table des négociations. Et ce point de vue l'emporte. La CODESA, Convention for Democratic South Africa, réunit de fait des représentants de tous les partis, de tous les syndicats et même des dirigeants des Bantoustans. Mais ces négociations se réduisent en réalité à un face-à-face tendu entre l'ANC et le Parti national. Pendant cette phase de négociation, c'était très tendu entre moi et le président Mandela, essentiellement à cause des violences politiques. Il m'a accusé de n'avoir aucun contrôle sur les forces de sécurité ou de les laisser discrètement poursuivre leurs activités clandestines inacceptables. Ça m'a beaucoup blessé parce que je faisais tout ce que je pouvais pour y mettre fin. La consigne était de ne pas perturber le processus politique. Mais certains ont continué en dépit de mes ordres et de mes souhaits. J'ai nommé une commission d'enquête judiciaire et finalement le juge Goldstone a fait la lumière là-dessus et j'ai pu prendre des sanctions. Mais ça a causé beaucoup de tensions, d'autant qu'au sein de l'ANC, il y avait aussi des éléments clandestins qui essayaient de saper les accords déjà conclus. Legislation is to be tabled shortly for the repeal of the Land Acts of 1913 and 1936. The Group Areas Act of 1966 and the Development of Black Communities Act of 1984, as well as all other stipulations that determine rights concerning land according to membership of population group. Meneer de Speaker, ons ervaar nou. J'ai subi des pressions pour démissionner et appeler à de nouvelles élections. On me disait que je n'avais plus le mandat du peuple pour continuer les négociations. J'ai refusé. C'est la seule décision unilatérale que j'ai prise. Mon parti n'était pas enchanté. J'ai dit que j'allais organiser non pas des élections, mais un référendum. Je poserai une question simple aux électeurs blancs d'Afrique du Sud. Dois-je poursuivre maintenant que vous savez où nous allons? Ou est-ce que vous rejetez ces négociations et l'esprit dans lequel elles ont été menées? 69,9% de l'électorat blanc a répondu
Oui, continuer. Ce qui a renouvelé mon mandat et renforcé ma position. Que Frédéric de Klerk sorte renforcé par les résultats de son référendum ne fait aucun doute. Que ce succès contribue à faciliter les négociations en cours paraît moins évident. Les travaux sont interrompus à 2 reprises. Pendant l'une de ces interruptions, l'ANC lance une grande campagne de mobilisation et conforte ainsi sa position dominante. Les manifestations en sa faveur sont parfois réprimées avec violence. Et dans le township de Boipatong, 46 personnes sont tuées lors d'un massacre perpétré par l'Inkatha. L'ANC dénonce une fois de plus la complicité du Parti national. La tension est à son comble. En fin de compte, on arrivait toujours à faire abstraction des tensions qui existaient entre nous, afin de garantir que rien ne viendrait bloquer le processus de négociation. Le principe d'élection générale est finalement retenu par toutes les parties, alors que Mandela et de Klerk viennent de recevoir conjointement le prix Nobel de la paix. À l'inverse de l'Afrique du Sud, la transition de la dictature à la démocratie, du parti unique au multipartisme, se déroule sans à-coups au Mali. Alpha Oumar Konaré, archéologue et homme de communication, est élu président de la République avec près de 70% des voix. Il a 46 ans. Le programme, c'était d'apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes des Maliens. Parce que les dernières années avaient été extrêmement dures pour les familles maliennes. Le pouvoir d'achat avait baissé. Il y avait des relents de crise économique. Il fallait remettre la machine économique en œuvre et faire en sorte que le niveau de vie des Maliens soit amélioré et que l'harmonie règne au niveau de la société malienne. C'était ça les objectifs. Remettre la machine économique en marche n'est pas le plus simple des objectifs que se fixent les jeunes démocraties. Elles vont devoir faire face aux politiques d'austérité et aux ajustements structurels que leur imposent les 2 grands organismes financiers et monétaires, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Le continent a subi plusieurs chocs économiques dans les années 80 et 90. C'étaient des perturbations qui provenaient de l'extérieur. On appelle ça des chocs exogènes. Due to the high price of oil, due to the high interest rates. Les pays africains ont dû faire face aux répercussions de la hausse du pétrole et des taux d'intérêt parce qu'ils empruntaient dans un contexte de forte inflation, avec de forts taux d'intérêt, un prix du baril élevé, etc. Ça a été un choc considérable pour ces économies fragiles. Les gouvernements devaient changer leur politique économique, mais ils n'en étaient pas toujours capables, par manque de compétences ou de volonté politique. Ils ont dû apprendre à faire des ajustements. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que j'ai gouverné dans la douleur, parce que j'ai passé mon temps à faire des ajustements. Nous avons subi les programmes d'ajustement structurel du Fonds monétaire de la Banque mondiale, qui ont été des catastrophes, qui nous ont conduits sous couvert de privatisation à des liquidations, à l'affaiblissement de l'action publique, à l'affaiblissement de la fonction publique, qui nous ont amenés à brader une bonne partie de la... qui nous ont amenés à brader certains avoirs nationaux. Mais le problème, c'est que nous étions dans un pays fragilisé par les conflits. Nous étions dans un pays, si nous voulions affronter ces organisations internationales, si nous voulions affronter des multinationales pour mieux négocier le prix de l'or, le prix du coton, il nous fallait un consensus national.
nous avons vu. Quand il y a eu des velléités, nous avons senti que cela pouvait conduire jusqu'à la limite, à la chute du régime. À partir de 1990, l'idée a commencé à circuler que finalement nos pays, je ne dis pas seulement le Sénégal, nos pays avaient fait toutes ces années de l'ajustement économique, structurel, mais que ça n'avait pas produit les résultats qu'on en attendait. Et que donc il fallait maintenant passer à l'ajustement monétaire pour donner à nos économies la compétitivité. Le 12 janvier 1994 à 0 heure, le franc CFA qui valait 2 centimes n'en vaut plus qu'un seul. Une dévaluation de 50% qui touche les 14 pays de la zone franc. J'ai reçu un coup de téléphone de mon ami Michel Kandessu, directeur général du FMI. Ce coup de téléphone, je crois, a duré 2 heures de temps. On a commencé à parler sur un ton courtois, puis ensuite ça s'est durci. J'étais dans mes appartements du palais. Mon épouse qui allait et venait, à un certain moment, elle a senti que le ton se durcissait. Et s'est assise pour prier. J'ai dit, mon mari a des problèmes. C'est assise pour prier. Et Michel Kandessu me disait, en résumé, Président, vous avez été très courageux, mais ça ne suffit pas. Il faut que tous ensemble, vous fassiez la dévaluation. Africa finds herself in a catch-22 situation, you see. She better watch what she says here and there, or else you don't get that aid or that assistance, etc., etc. What kind of blackmail is this? And it's a painful thing for me, sitting here, to have to be making such admissions. But these are some of the truths, the hard facts, my dear. You know? Un jour, un responsable du Fonds monétaire m'a dit, Monsieur le Président, avec la cote que vous avez dans votre pays, vous devez accepter de prendre des décisions impopulaires parce que vous seul, vous pouvez les faire accepter. Bon, il avait raison. Mais en même temps, cette cote, à ce moment-là, elle dégringolait. Hein? Mais j'étais obligé de le faire. Et un jour, un syndicaliste m'a dit, mais Monsieur le Président, pourquoi vous voulez accepter de faire ça? J'ai dit, mais j'ai le dos au mur. Si je ne le fais pas, peut-être qu'à la fin du mois, vous ne percevrez pas vos salaires, vous les fonctionnaires. Parce que je n'aurai pas les fonds que j'attends. Et finalement, bon, les gens acceptaient bon gré, mal gré. Mais ça se ressentait, hein. Après, aux élections suivantes, on voyait l'érosion se faire. Ben, c'est à ça qu'on sert aussi. La Côte d'Ivoire et son miracle économique sont en pleine dépression lorsque disparaît Félix Houphouët-Boigny, celui que ses compatriotes surnommaient le vieux ou le crocodile. Cet animal apparemment assoupi, mais dont les réactions peuvent être soudaines. Les hommages qui lui sont rendus ne sauraient dissimuler que le pays connaît un climat social détestable. Et comme par ailleurs Houphouët n'a en rien préparé sa succession, cette dernière se révèle des plus tortueuses. Pour accéder au pouvoir suprême, il aura fallu en effet au président de l'Assemblée nationale, Henri Konan Bédié, utiliser tous les moyens juridiques pour écarter son concurrent le plus sérieux, Alassane Ouattara, Premier ministre en fonction au moment du décès de Félix Houphouët-Boigny. Bédié dispose d'une arme fatale, le concept d'ivoirité, qui lui permet d'écarter Ouattara, dont le père pourrait être originaire du Burkina Faso. Tout électeur âgé d'au moins 40 ans peut être candidat à l'élection du président de la République sous réserve des conditions ci-après. Être ivoirien de naissance, né de père et mère eux-mêmes ivoiriens de naissance. Ivoirité, concept d'un usage pernicieux dont la principale conséquence est que les immigrés, notamment burkinabés, sont de plus en plus mal tolérés. Étant donné que vous m'avez accordé votre confiance,
et que je deviens le président de tous les Ivoiriens, je vous demande de vous unir à moi, tous. Les Ivoiriens ne vont pas s'unir et le pays s'enfonce dans une crise de longue durée. Autre exemple de délabrement démocratique, la Somalie du dictateur Siad Barre. Au pouvoir depuis plus de 20 ans, Barre s'enfuit littéralement devant une situation intérieure et extérieure désastreuse dont il porte une grande part de responsabilité. Le pays est livré au chaos. Chefs de guerre et islamistes se disputent le pouvoir que revendiquent également divers clans difficiles à identifier. There is no political meaning of clan. Le mot clan n'a pas de signification politique. C'est une interprétation sociologique d'activités pratiquées par des personnes réunies par des liens familiaux. Souvent, le clan devient le garant de votre sécurité, de votre protection, en l'absence de gouvernement compétent, d'autorité judiciaire notamment qui puisse régler les différends entre les gens. Imaginons que vous et moi ayons un conflit autour des limites de nos fermes respectives. S'il y a un gouvernement, une municipalité, une instance judiciaire quelconque, on va les voir et ils tranchent. Mais s'il n'y a rien, comme c'est le cas en Somalie, il faut bien trouver un moyen d'obtenir justice. La guerre civile s'intensifie. Le pays se décompose à la suite de diverses sécessions et l'anarchie est à son comble, encore aggravée par la lutte interne que se livrent tous les prétendants à un pouvoir en totale déliquescence. La violence n'épargne personne et la famine prend des proportions effrayantes. Les Nations Unies décident alors de mandater une opération humanitaire sous l'ambitieux label de Restore Hope, restaurer l'espoir. Ça n'a pas redonné espoir, pour faire court. Le président du Kenya, Daniel Arap Moi, est solidement installé au pouvoir depuis le décès de Jomo Kenyatta. Arap Moi est un brillant manipulateur du communautarisme ethnique. Le président Moi avait peur de perdre les élections de 1992. Alors qu'a-t-il fait? Il a mobilisé ses propres communautés, ces micronations comme je les appelle dans mon livre Un défi pour l'Afrique. Il leur a dit: nous allons nous débarrasser des communautés qui se sont installées parmi nous parce que c'est à notre peuple qu'appartient cette région de la vallée du Rift. Nous devons éliminer tous ceux qui ne sont pas des nôtres, parce que ces autres peuples, ces autres communautés, ces autres micronations ne voteront pas pour moi. Ils ne voteront pas pour nous. Ce sont donc nos ennemis.
Il a réussi à convaincre ces micronations d'attaquer les autres, notamment les Kikuyu, qui étaient majoritaires dans la région. Il y a donc eu une vague de conflits tribaux en 1991 et 1992 qui a fait beaucoup de morts et beaucoup de réfugiés dont la plupart n'ont jamais pu retourner dans leurs fermes. Après ça, l'opposition, le mouvement pour la démocratie, s'est retrouvé divisé selon les mêmes clivages ethniques. Chaque meneur persuadait les siens de voter pour lui et chacun croyait sa victoire assurée. Malheureusement pour eux, ils ont tous perdu. Le président, lui, a été réélu avec seulement un tiers des voix. Et la même chose s'est reproduite en 1997. Décidément, il est bien oublié le joyau de l'Afrique des réserves naturelles et du Kilimandjaro. Au Kenya, misère et violence vont atteindre leur paroxysme lorsque l'ethnie d'Arap Moi, les Kalenjin associés aux Maasai, se déchaînent contre d'autres communautés qui sont expulsées de la Rift Valley. Il y a plusieurs centaines de morts et des dizaines de milliers de déplacés, à la recherche d'un toit et d'un peu de nourriture. Au Rwanda, Juvenal Habyarimana et son épouse Agathe, figure dominante de la KAZU, groupe d'influence extrémiste, incarnent ce pouvoir hutu que les Belges avaient favorisé pour contrecarrer l'élite Tutsi et ses revendications indépendantistes. Le souvenir de la domination Tutsi est encore vivace chez de nombreux Hutus, que dévore l'esprit de revanche. À partir de 1959, pour fuir plusieurs massacres de leur communauté, les Tutsis se sont exilés et regroupés dans les pays voisins. Ils ont formé en Ouganda le Front patriotique rwandais, soutenu par le président Museveni. Ils envahissent le nord du pays en 1990 et passent là sous le commandement du général Paul Kagame. Sous la pression de la communauté internationale, Habyarimana est contraint de signer les accords d'Arusha en Tanzanie, d'installer le multipartisme et de partager le pouvoir avec l'opposition, FPR compris. De tous les partis de l'opposition, le MDR, Mouvement démocratique républicain, est le plus influent. Exclusivement Hutu, il se partage en deux courants, l'un radical, l'autre modéré qu'incarne le Premier ministre, Agathe Uwilingiyimana. Cette femme courageuse n'hésite pas à s'opposer à plusieurs reprises et de façon publique au chef de l'État. Dans le même temps, loin d'avoir accepté les accords d'Arusha, la KAZU est plus active que jamais. Et ses miliciens, les Interahamwe, ceux qui s'unissent pour tuer, se préparent dans le fanatisme à une tuerie à grande échelle. Et cela d'autant plus que les troupes du FPR entrent fin 1993 dans la capitale Kigali, dans l'attente de la mise en œuvre des accords d'Arusha. Le 6 avril 1994, Juvenal Habyarimana, de retour de négociations à Arusha, monte à bord d'un Falcon 50 piloté par un équipage français. Ce sera son dernier voyage.
En ce même mois d'avril 1994, l'Afrique du Sud connaît les derniers soubresauts d'une violence politique, dont on mesure à quel point elle aurait pu, après des décennies de racisme d'État et de lutte armée pour le mettre à terre, prendre le visage d'une guerre civile aux conséquences incommensurables. Il faut, pour éviter ces menaces de guerre civile, que les élections générales se déroulent comme prévu. Il le faut, absolument. Mandela nous a dit « Nous allons mener à bien ces élections, quoi qu'il arrive, parce que l'avenir du pays dépend de la possibilité de chacun de voter. » C'est tout à l'honneur de l'Inkatha et de M. Buthelezi d'avoir décidé au dernier moment de participer aux élections. Le jour du scrutin, on a pu voir que tous ceux qui avaient prédit un bain de sang avaient tort. Je crois qu'après 4 ans de négociations, après toute cette souffrance et toute cette violence, les Sud-Africains n'avaient qu'une idée en tête. Ils voulaient la paix. On a assisté à un spectacle inédit en Afrique du Sud. Des Noirs et des Blancs, des jeunes et des vieux, formant une seule et même file d'attente. On avait grandi avec l'habitude de voir les Blancs passer devant tout le monde et avoir leur entrée réservée, pendant que les Noirs faisaient la queue toute la journée. Mais cette fois, ils attendaient tous ensemble pour voter, y compris les vieilles dames, des Noirs de 80 ou 90 ans qui n'avaient jamais voté de leur vie. Moi-même, c'était la première fois que je faisais une croix sur un bulletin. Je me souviens que quand j'étais dans l'isoloir, ma main tremblait tellement que j'ai eu peur de cocher la mauvaise case ou de faire une croix tellement illisible que mon bulletin serait considéré comme nul. Le résultat des élections ne prête pas à discussion. L'ANC triomphe. Un gouvernement est nommé avec à sa tête Nelson Mandela, premier président de la Nouvelle-Afrique du Sud. Et c'est à Pretoria, dans l'amphithéâtre d'Union Buildings, siège pendant des décennies de la suprématie blanche, que Mandela va prêter serment. Qui allait faire prêter serment à M. Mandela? Même si le juge suprême était un blanc qui avait siégé sous l'apartheid, nous avons décidé que c'était lui, le juge Corbett, qui devait lui faire prêter serment. C'était un symbole de réconciliation très fort pour tout le peuple sud-africain. C'était une façon de dire « laissons le passé derrière nous ». Et moi qui ai toujours été communiste, quand j'ai vu Mandela se lever et prêter serment, la main sur le cœur devant le juge Corbett, moi, j'ai fait ça. I, Nelson Rolihlahla Mandela, do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa. So help me God. Ensuite, il y a eu le défilé de l'armée de l'air sud-africaine. C'était une armée entièrement blanche qui avait tué et mutilé beaucoup de gens dans d'autres régions de l'Afrique. Elle avait fait des raids sur le camp de réfugiés de Kasinga, en Angola, et massacré des hommes, des femmes et des enfants sans défense en Namibie. Et néanmoins, ce jour-là, nous avons entendu le vrombissement des moteurs de cette même armée. Et nous avons vu les avions et les hélicoptères en formation, tous arborant le drapeau, passer en revue devant le nouveau président, un président noir. Ce mois d'avril, ensoleillé par la démocratie sud-africaine, prend au Rwanda les couleurs ténébreuses d'une épouvantable tragédie. Le 6 avril à 20h23, l'avion qui transporte Juvenal Habyarimana est abattu par 2 missiles d'origine inconnue.
Dès cet instant, les miliciens Interahamwe et la garde présidentielle exécutent des leaders politiques de l'opposition, dont Agathe Uwilingiyimana, Hutu modéré, parce qu'elle a refusé, entre autres, d'obéir au colonel Bagosora, qui lui ordonnait de renoncer à son poste de Premier ministre. Dans les jours qui suivent, le gouvernement intérimaire met à exécution le plan minutieusement élaboré d'extermination des Tutsis. Alors que le génocide se déploie dans toute son horreur, les soldats des Nations Unies se retirent. Et cette indifférence de la communauté internationale ne peut que surprendre et plus encore choquer. Vous voyez ce qui se passe. C'est qu'au moment où vous avez un conflit et que les États n'arrivent pas à le résoudre, ils le passent aux Nations Unies. Et par définition, ce conflit, les Nations Unies vont échouer et on pourra accuser les Nations Unies d'être la cause de cet échec. Mais les Nations Unies, ce sont les États. Si les États ne veulent pas participer, ne veulent pas s'engager pour trouver une solution à ce conflit, pour payer les frais de cette solution, eh bien les Nations Unies ne peuvent rien faire. C'est quand les génocidaires tuent 10 soldats belges que la Belgique, qui a envie de se retirer, mais qui ne veut pas le faire seule, parce qu'elle a une espèce de fibre historique par rapport au Rwanda, et la honte de partir seule, elle fait pression. Elle fait pression, non. Elle s'arrange pour que d'autres qui n'attendaient que ça s'en aillent. Et Madeleine Albright était très très contente qu'on le lui demande, parce que après la Somalie, en octobre 1993, où 18 soldats américains ont été tués à Mogadiscio, traînés dans les rues, l'administration Clinton ne voulait plus entendre parler d'opérations de maintien de la paix en Afrique. Et les Américains ont freiné des 4 fers pour que le mot génocide ne soit jamais utilisé. ariko se mama noneho za nkotanyi zanerefonaga zagiye he zigomba kuba zarashize enga twiririmbire muze twishime nshuti inkotanyi zashize muze twishime nshuti yewe imana ntirenganya muze twishime nshuti inkotanyi zashize muze twishime nshuti yewe imana ntirenganya koko. Après les premières offensives du FPR, la France, liée par des accords anciens, a continué d'apporter au régime Habyarimana une assistance militaire de plus en plus marquée. Fin juin 1994, François Mitterrand engage l'opération Turquoise. Et depuis, la polémique n'a jamais cessé sur les mobiles de cette intervention française dans le génocide rwandais. Pour les uns, Turquoise serait une simple opération humanitaire dans un pays abandonné par les autres puissances occidentales. Pour d'autres, il s'agirait de protéger le précaré francophone d'une concurrence anglo-saxonne régionale et active. Pour les derniers, enfin, Turquoise ne serait rien d'autre qu'une opération d'évacuation, notamment vers la RDC voisine, des hauts dignitaires et génocidaires Hutus, volontairement noyés dans la masse des réfugiés. Il y a eu cet incident que les Français ont provoqué, c'est-à-dire ils ont fait l'opération Turquoise où ils ont amené tous les Hutus du Rwanda chez nous. Ces gens sont venus avec les caisses de l'État, avec les biens de l'État, tout ça ici chez nous.
des biens qui ont été vendus par certains officiers affairistes, et ça a créé des problèmes. Dans ces camps de réfugiés où s'entassent des centaines de milliers de personnes aux conditions de vie lamentables, circulent librement, en effet, de notoires acteurs du génocide. Est-ce que vous accepterez de témoigner devant la justice internationale si un jour on vous demande des comptes? Bien sûr, mais pas devant l'OFPR. Pas devant l'OFPR, non, parce qu'il ne peut pas être fait juge parti. Mais devant la Cour internationale, je suis prêt à y aller, même aujourd'hui. Même aujourd'hui, il faut qu'ils amènent les gens que j'ai tués, qu'ils montrent, qu'ils prouvent ça. Sincèrement, pensez qu'ils peuvent les amener? Amener les gens que j'ai tués. Vous étiez aussi payé. Ça suffit. Ce que vous avez mangé, ça vous suffit. Un jour, tu vas mourir. Tu commences à m'énerver jusqu'à ce point. Merci. Le génocide qui a déchiré le Rwanda va se retrouver en partie exporté au Zaïre, où cohabitent plus que difficilement réfugiés Hutus et Banyamulenge, ces Zaïrois descendants de Rwandais. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On a fait un amalgame, on a dit non, tout ce qui a une origine rwandaise doit quitter le pays. Et avant même qu'on ait appliqué cette résolution, qui était inconstitutionnelle, les services de sécurité l'ont appliquée. Et beaucoup de Banyarwandais ont fui, sont allés se réfugier au Rwanda. En fait, les Banyamulenge refusent une fois de plus d'être expulsés et se rebellent contre cette décision. Leur sort ne laisse pas insensible Paul Kagame, qui décide de s'allier à Yoweri Museveni, président de l'Ouganda, et aussi à Laurent Désiré Kabila, un Katangais, vieux routier de la rébellion et de l'agitation politique, qui saisit cette occasion de venir à bout du pouvoir chancelant de Mobutu. Suite à des exactions des génocidaires sur la population zaïroise, de nombreux Hutus sont massacrés au Zaïre en novembre 1996. Le gouvernement rwandais organise alors militairement, avec le soutien des Nations Unies, le retour massif des réfugiés Hutus dans leur pays d'origine. Après la prise de Kisangani, une ultime tentative de partage du pouvoir entre Mobutu et Kabila va échouer, bien que parrainée par Nelson Mandela lui-même. I'm confident that both of them realize the importance of peace and stability and progress in their country, and that they realize how important it is for them to sit down to search for a peaceful solution. Mobutu s'enfuit et Kabila entre à Kinshasa. C'est une déclaration de prise du pouvoir. Monsieur Laurent Désiré Kabila assume à partir de ce jour les fonctions du chef de l'État de la République démocratique du Congo. La prise du pouvoir par Laurent Désiré Kabila ne met pas un terme à l'extrême confusion qui règne dans le pays et à la volatilité des alliances. I have
over 70,000 troops now. And Banyamulenge are only few, like other tribes are few only. And other Tutsis, Rwandans, for instance? Yeah, Tutsi from Rwanda, they are in Rwanda. And here too, everyone knows it. No, they are not Tutsi of Rwanda. It's a common secret, President. Yeah, it is not a secret at all. That friend of ours can come like others. L'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, reprochant à Kabila d'utiliser à son profit les trop célèbres miliciens Interahamwe, ont lâché le nouveau chef de l'État. Ses anciens alliés, accusés par une majorité de Congolais de piller en toute impunité les nombreuses et fort rentables ressources du Congo, appuient un mouvement de rébellion armée, alors que l'Angola, la Namibie et le Zimbabwe soutiennent Kabila. C'est le conflit des Grands Lacs qui se met en place. En janvier 2001, Laurent Désiré Kabila est assassiné. Son fils, Joseph, lui succède. 5 ans plus tard, il sera élu démocratiquement président de la République. Les premières élections dans le pays depuis l'indépendance. En Côte d'Ivoire, le malaise politique s'amplifie. L'exclusion du jeu électoral dont est victime Alassane Ouattara fait des ravages et la xénophobie touche également ses compatriotes du Nord musulmans. Après son coup d'État de Noël 1999, l'ancien chef d'état-major Robert Gueye ne change rien au code électoral. Chez nous, l'étranger est un don de Dieu. Mais vous devez vous souvenir qu'il ne lui est pas permis d'être chef d'État ou de convoiter les plus hautes charges de l'État. L'élection présidentielle d'octobre 2000 restera comme un chef-d'œuvre de confusion dans l'interprétation des résultats. Alors que Laurent Gbagbo est élu, Gueye n'accepte pas le verdict des urnes et la rue s'enflamme contre ce coup de force. Le militaire s'incline et Gbagbo peut revêtir ses habits de président de la République. C'est Dieu qui place les hommes à la tête du pays. Il délègue son pouvoir au peuple. Et quand le peuple s'exprime, nous devons nous incliner. Vox populi, vox Dei. Je m'engage à vous dire que nous ne réécrirons pas notre constitution. Et nous ne ferons pas une autre élection présidentielle. Le pire est à venir. Les tentatives de réconciliation du nouveau président ne suffiront pas à retarder l'échéance. Un coup d'État avorté, l'assassinat de Robert Gueye, une partie de l'armée se rebelle et prend le contrôle du nord du pays. La Côte d'Ivoire s'installe dans la guerre civile. À l'inverse, fièvre électorale au Kenya, où la Constitution impose à Daniel Arap Moi de se retirer après 24 ans à la tête de l'État. En 2002, après 2 défaites, les différentes factions du mouvement pour la démocratie ont enfin accepté de rassembler leurs forces. Personnellement, comme d'autres, j'ai consacré beaucoup de temps, d'énergie
et d'argent à convaincre l'opposition de s'unifier. Enfin, en 2002, nous nous sommes rassemblés et nous avons lancé un formidable mouvement qui a fini par amener le président Kibaki au pouvoir. Mr. Kenyatta Uhuru Muigai Kanu, 10,648 votes. Mr. Mwai Kibaki of NARC, 30,000. We are very excited that God has given us a different government. Oh, yes. And there is peace in Kenya. Oh, yes. There will be no war. We are proud that now what they have been promising will be delivered now. Yes. Mr. Kibaki has it. And we are so excited that Kenya, our prayers are answered. Lutter contre la corruption, aplanir les conflits ethniques ou sociaux dissimulés derrière de pseudo-conflits ethniques, rétablir l'image dégradée du Kenya paradis touristique, la population attend tout cela du nouveau président et de son gouvernement dont fait partie Wangari Maathai. Avant les élections, nous avions passé des accords. Nous nous étions arrangés. Nous avions notamment promis à nos adversaires qui nous avaient rejoints qu'en cas de victoire, nous partagerions le pouvoir. Mais quand nous avons gagné, nous avons refusé d'honorer cette promesse. C'était une erreur. Nous nous sommes laissés guider par l'appétit de pouvoir et l'égoïsme. Et c'est en partie à cause de cela que le pays est encore en guerre. Cet appétit de pouvoir, cet égoïsme des dirigeants, le peuple kényan le paie au prix le plus fort. La réélection contestée de Kibaki en 2007 dégénère en violence politico-ethnique. 1500 morts et 300 000 déplacés dans un pays par ailleurs affaibli par une sécheresse de grande ampleur. Aucun de nous n'a été invité à s'asseoir à une table pour décider de créer un pays appelé Kenya. Nous n'avons choisi ni son nom, ni son hymne national, ni même son drapeau. Nous ne savions pas à quoi servaient les drapeaux. Nous commençons seulement à l'apprendre. Nous sommes toujours des micronations et les politiciens continuent de diviser pour mieux régner. Ils utilisent nos conflits pour nous manipuler, surtout en période électorale. Il nous faut des hommes politiques prêts à s'asseoir ensemble à une table pour trouver un terrain d'entente, pour qu'on puisse tous se mettre d'accord sur nos intérêts communs. Plus d'un siècle après la colonisation, il serait temps de tourner la page, de tirer les leçons de notre histoire et de nous occuper des séquelles laissées par cette histoire. Il serait temps de dire « Apprenons à aller de l'avant tous ensemble ». Au XXIe siècle, une micronation ne peut pas faire grand-chose toute seule. Même le pays appelé Kenya n'arrivera à rien. Nous essayons de former une union est-africaine avec l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi. Nous pensons que c'est le meilleur moyen d'assurer notre avenir. Ceux qui nous ont conquis, les Européens, ont su depuis longtemps surmonter les différends qu'ils avaient à l'époque de la colonisation. Maintenant, l'Union européenne est forte.
Nous sommes toujours en 1910, à nous battre entre nous, à récolter le mécontentement que nous avons semé pendant ces 100 années. À sa création, l'Organisation de l'Unité africaine avait entériné les frontières issues de la décolonisation. Toujours actuelle, cette intangibilité rend plus pertinent encore le projet panafricain de Kwame Nkrumah. Our objective is African Union now. There is no time to wait. We must unite or we perish. L'OUA était-elle le bon instrument pour relever les nombreux défis qui allaient jalonner l'histoire du continent dans les décennies qui ont suivi sa création? L'OUA n'était pas une organisation d'intégration. C'est pour cette raison que l'OUA a eu beaucoup de difficultés pour régler les problèmes économiques, que l'OUA a eu beaucoup de difficultés pour régler les problèmes, par exemple, de bonne gouvernance, de droits humains, parce que l'OUA n'a jamais pu se doter d'organes exécutifs. C'était un secrétariat administratif qui gérait l'OUA, qui montrait les limites. Par contre, l'OUA atteint des objectifs fondamentaux, tels que la lutte contre l'apartheid, la libération du continent, ont été des acquis pour l'OUA. Mais ça ne suffisait pas pour régler les problèmes de l'Afrique contemporaine, de l'Afrique responsable. En 2000, l'OUA a été rebaptisée Union africaine, ce qui n'est pas une simple question de forme. Il s'agissait en réalité de doter l'organisation de nouveaux instruments d'action, notamment dans le domaine de la justice, de la santé, de l'environnement et de la sécurité. L'UA est intervenue et intervient encore dans la résolution de conflits sur le continent. Mieux structurée que l'OUA, la jeune UA ne pourra être jugée qu'à l'épreuve du temps. Je pense que c'est un processus qui peut connaître des ratés, des retards, mais qu'on ne peut plus arrêter. Je suis persuadé qu'il faut aujourd'hui que cet idéal qui est contenu dans l'Union africaine soit popularisé, soit pris en charge par les jeunes, par les femmes, par les travailleurs, par les masses populaires, comme on dit, que s'affirme une opinion publique africaine. La bataille de notre génération et la bataille de demain pour nous, c'est vraiment la bataille de l'intégration, c'est ça la bataille de l'Afrique. La bataille de la citoyenneté africaine. La bataille, comment dirais-je, de la restauration de la conscience historique africaine. La valorisation de l'identité culturelle africaine dans sa diversité. Cette bataille de la diversité dans l'intégration, c'est notamment le peuple immense de la jeunesse qui devra la conduire. En 2050, la population du continent dépassera le 1,5 milliard d'habitants. Et les jeunes de moins de 20 ans représenteront 70% de cette même population. Voilà bien la première richesse de l'Afrique. Quant à la démocratie, ces aventures chaotiques ne peuvent faire oublier que nulle part dans le monde elle ne s'est faite en un jour. Et qu'en fin de compte, le processus qui doit y conduire paraît bien engagé dans nombre de pays africains. J'ai foi en l'Afrique. D'abord pour des raisons égoïstes, parce que je me sens très bien en Afrique. J'ai vécu ou voyagé dans d'autres pays, mais je me suis toujours senti non seulement somalien, mais avant tout un Africain par excellence. Je vois vers quoi l'Afrique se dirige. Et je vois cela comme quelque chose de positif. Alors je m'y sens très à l'aise. L'histoire de l'Afrique est une histoire faite d'humiliation, d'oppression, de discrimination. Nous, les Africains, nous aurions toutes les raisons de dire « je baisse les bras ». Mais ce qui me plaît chez les Africains, c'est qu'ils ne baissent jamais les bras.